D'abord, je me présente, je suis Alain Aumont, j'ai été directeur de cette maison il y a une quinzaine d'années. C'est un plaisir de remplacer donc Daniel Kuhn et Jean Mouette, qui tous les deux sont absents ce soir, vous avez vu. Jean Mouette est parti chasser les aurores boréales, il vous l'a peut-être dit. Donc c'est un petit peu improvisé du point de vue organisation, mais c'est tellement bien rodé que ça roule tout seul, là, évidemment. Et donc vous avez vu qu'on n'a pas fait de pointage aujourd'hui et il n'y aura pas d'inscription pour la prochaine fois. Donc on admet que les gens qui sont ici ont le droit de venir la prochaine fois, même une certaine priorité. Et puis je pense qu'on tiendra tous et que ça se passera bien. Mais on reprendra les inscriptions ensuite, bien évidemment. Bon, donc c'est un plaisir pour moi d'introduire Jean-Luc Bezit. Je devrais dire, bon, c'est un domaine de recherche qui n'est pas du tout le mien, qui est un des grands domaines actuels, évidemment, les exoplanètes. J'ai un plaisir particulier à l'introduire parce que il y a 2 points dans la trajectoire de Jean-Luc qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est qu'il fonctionne à Grenoble, au laboratoire d'astrophysique de l'Observatoire de Grenoble, de l'Université de Grenoble, et que c'est donc un observatoire dont j'ai été un peu à l'origine il y a maintenant 25 ou 30 ans. Et puis que aussi je l'ai beaucoup côtoyé pendant, je ne sais plus combien de temps, plus de 5 ans, dans des réunions de réseaux européens où on finançait une partie de la recherche qui finance ici, payée par la communauté européenne. Et donc Jean-Luc conduisait un des plus gros secteurs, un des secteurs les plus dépensiers sur l'optique adaptative. C'est un aspect donc de son travail dont il vous parlera. C'est une intégration européenne très poussée. D'abord parce que ça fonctionne avec les télescopes de l'ESO, l'Observatoire austral européen, vous connaissez bien, avec le VLT. Et dans l'avenir, on pense avec l'ELT, l'Extremely Large Telescope, qui devrait fonctionner une petite dizaine d'années. Bon, donc vous avez compris que Jean-Luc est un des meilleurs instrumentalistes et opticiens en astronomie actuelle, qu'il est spécialisé dans des dispositifs qui permettent d'améliorer la qualité des images astronomiques, en particulier ce qu'on appelle l'optique adaptative, dont il va vous reparler. À ce titre, il dirige un très gros consortium européen qui construit l'instrument SPHERE, donc qui est un énorme instrument qui doit faire, je sais pas. Vous allez voir. Bon, on va voir, mais plusieurs mètres de diamètre, qu'on met derrière un des télescopes du VLT, qui est aussi un des plus coûteux de ces instruments. Il m'a redit tout à l'heure que le coût en investissement était de l'ordre de 10 millions, que le coût en travail autour était à peu près équivalent, et qu'il y a encore des coûts cachés. Donc ça vous donne un peu... je pense qu'il faut particulièrement le remercier ce soir parce qu'il me disait qu'il est dans le feu de l'intégration de l'instrument et que vraiment distraire quelques heures pour une conférence de ce type est un peu acrobatique. C'est toujours un plaisir quand même. Bon, donc il va nous en parler, il va parler de quelques-unes des autres applications, des autres méthodes pour trouver les nouvelles planètes et du futur. Et je pense que donc je vais vous laisser avec les merveilles de l'optique astronomique et des nouvelles planètes à l'orée du XXIe siècle. Merci. Bonsoir à tous. Et, effectivement, malgré le fait que ce soit une période un tout petit peu agitée, je suis quand même très heureux d'être là avec vous ce soir. Et je vois que comme la salle est pleine, c'est d'autant plus agréable de faire une conférence dans ces conditions-là. Donc merci d'être venus. Donc effectivement, j'ai appelé la conférence « Voir les planètes extrasolaires », parce qu'on va maintenant essayer d'en faire réellement des images. Donc avant ça, je vais... oui, j'aurais peut-être dû mettre le titre avant. Je vais quand même réintroduire un peu le sujet, quoique si vous êtes habitué de ces conférences de l'IAP, j'imagine que vous avez déjà eu des conférences sur les planètes extrasolaires, d'autant plus que dans la maison, il y a quand même pas mal de gens qui travaillent sur le sujet à l'IAP. Et disons que je vais quand même remettre un petit peu le sujet dans le contexte, donc en faisant un tout petit peu d'histoire de cet aspect planète extrasolaire,
en vous rappelant très rapidement, parce que ce n'est pas vraiment mon domaine, mais comment elles se forment. Ça nous donnera une petite idée un petit peu de la manière dont on va les chercher. Je vous rappellerai les différentes techniques de détection. Et bien entendu, je passerai l'essentiel du temps sur l'imagerie directe, donc comment on fait pour obtenir des images de ces planètes. Et puis un rapide bilan de ce qu'on en sait aujourd'hui et de ce qu'on en fera dans le futur. Alors juste parce que comme je me connais, je sais que je vais assez vite déraper et utiliser des unités un peu barbares, donc je voulais juste remettre au début une des unités qu'on utilise beaucoup dans le domaine de la recherche des planètes extrasolaires, c'est l'unité astronomique, qui est par définition la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres. Mais disons que ça permet quand on parle de système planétaire, que ce soit le système solaire ou d'autres, on se ramène à cette distance-là, c'est plus facile et ça évite de traîner trop de zéro. Donc la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, et on utilise aussi beaucoup l'année-lumière parce que ça permet cette fois-ci, parler des étoiles les plus proches de nous, toujours pareil, sans traîner trop de zéro, puisque une année-lumière, c'est quand même 10 puissance 13, donc 1 suivi de 13 zéros kilomètres, donc c'est pas toujours facile. Et par exemple, la distance Terre-Lune exprimée comme ça, c'est 1 seconde-lumière. Le diamètre de notre système solaire à nous, c'est 80 unités astronomiques, et la distance de l'étoile la plus rapprochée du Soleil, c'est 4 années-lumière. Voilà, donc ça donnera une petite idée de choses que je vais évoquer par la suite. Donc juste un tout petit peu d'histoire pour commencer, puisque en fait les hommes ont commencé quand même à se poser des questions évidemment depuis la plus lointaine antiquité, sur la manière dont l'univers était organisé. Donc jusqu'à, disons, Aristote, on n'a pas en tout cas trop de traces de gens qui se sont posés, en tout cas qui ont formulé la question de savoir si on était seul dans l'univers ou si la Terre était unique ou pas. Les choses étaient relativement bien rangées, l'univers était fini et divisé en 2 parties, en gros tout ce qui était jusqu'à la Lune, donc essentiellement la Terre, et tout ce qui était supralunaire, c'est-à-dire au-delà. Alors évidemment, comme on voyait ça d'un peu loin, que ça semblait relativement fixe et tout ce qui était au-dessus était parfait et stable, et tout ce qui était chez nous n'était pas forcément le paradis, donc c'était un peu imparfait. Le premier à avoir vraiment émis des doutes sur cette manière de penser, c'est un certain Épicure, donc dans les 300 avant Jésus-Christ, qui a dit ce n'est pas seulement le nombre des atomes, parce qu'on parlait déjà des atomes à l'époque, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. Donc on avait déjà, à cette époque-là, évoqué l'idée qu'il pouvait y avoir d'autres systèmes dans l'univers que le nôtre. Alors après, ça a été un petit peu un cas isolé, puisque après on a petit à petit, vous allez voir, essayé de prendre en compte les observations qu'on avait de plus en plus, mais tout en respectant dans un premier temps le côté géocentrique, c'est-à-dire c'est quand même nous qui sommes au cœur de l'univers, et puis petit à petit on va prendre en compte le fait qu'on voit quand même des planètes qui se déplacent. Alors ça va plus être que des sphères, on va légèrement se décentrer pour pouvoir expliquer que on voit les planètes qui ne se comportent pas comme les étoiles. Donc c'est un petit peu des petits arbres, mais ça reste quand même toujours la même idée. Alors c'est avec Copernic, vous voyez qu'on a fait un petit saut quand même, puisqu'on est dans les années 1500, qu'on comprend réellement que c'est plutôt le Soleil qui est quand même au centre de notre système, donc qu'on appelle l'héliocentrisme. Donc évidemment les notions de ce qu'il y a au-delà de la Lune ou en deçà de la Lune ont disparu, mais on conserve toujours des cercles et des sphères, donc qui sont des formes parfaites, parce que quand même le mouvement doit par définition être parfait. Alors il y a un deuxième personnage qui s'est un peu illustré, et ça c'est beaucoup plus mal terminé pour lui que pour Épicure, c'est Giordano Bruno. Donc c'était le Moyen-Âge, la pleine période où il ne faisait pas trop bon remettre en cause les idées de la religion, qui était convaincu, lui, et qui l'a dit, malheureusement pour lui, que les étoiles sont autant de soleils autour desquels tournent des planètes, et que certaines de ces planètes pourraient très bien abriter la vie. Et donc ça lui a valu de mourir sur le bûcher pour avoir osé nier le fait que nous étions les créatures de Dieu et uniquement nous. Donc ensuite Kepler a fait un grand travail pour mettre en équation, pour énoncer les lois qui décrivent les mouvements des différentes planètes. Donc cette fois-ci on est passé du cercle à l'ellipse, parce que c'est effectivement l'ellipse qui décrit le mieux ces mouvements-là. Alors Galilée, lui aussi, a fait une petite tentative, puisque comme il avait, entre autres choses, inventé le télescope astronomique, donc ça lui permettait d'avoir
une meilleure vision de ce qui se passait autour de nous, beaucoup plus de détails, de résolution. Donc il avait vu qu'il y avait des montagnes sur la Lune, donc la Lune n'était plus si parfaite que ça. On voyait déjà à l'œil qu'il y avait des formes, mais lui il voyait vraiment que c'était des montagnes. Et puis surtout, il a découvert qu'autour de Jupiter, il y avait, lui on a trouvé 4, on sait aujourd'hui qu'il y en a beaucoup plus, mais il y avait des satellites. Donc ça veut dire que le fait qu'il y avait plusieurs systèmes qui pouvaient exister. Donc il a élaboré aussi là-dessus un petit peu une extension, mais il s'est arrêté à temps puisque il n'est pas mort sur le bûcher, mais il a dû abjurer publiquement ses convictions hérétiques et dire que si, ça respectait bien, nous étions les seuls et c'était la religion qui avait raison. Donc ensuite on passe à Newton qui lui a fait un peu la synthèse de tous ses travaux et qui surtout a élaboré les lois de la gravitation, donc donné une vraie explication physique de tous ces mouvements, de ce qui régit les mouvements, etc. Donc c'est plus seulement une description, mais c'est aussi l'explication. Et puis alors après, évidemment, ça s'accélère un petit peu, puisque au XVIIIe, on sait qu'on a admis que les différentes étoiles étaient similaires au Soleil. On a commencé à élaborer aussi les théories de la formation du système solaire à partir de ce qu'on appelait la nébuleuse primitive. Donc ça, c'est en particulier Kant et Laplace. Et on a découvert une nouvelle planète dans le système solaire, Uranus, qu'on ne pouvait pas voir avant, mais avec l'arrivée de nouveaux instruments, on a pu découvrir cette nouvelle planète. Au 19e, on commence maintenant à mesurer la distance des autres étoiles, donc on commence réellement à avoir une vision en 3 dimensions. C'est plus toutes les étoiles sont sur une sphère parfaite, c'est vraiment là où on commence à pouvoir les mettre en perspective, c'est le cas de le dire. On a découvert aussi les astéroïdes entre Mars et Jupiter, donc il y a encore un nouvel élément à la compréhension de ce qu'est notre système solaire, de comment il peut évoluer, puisqu'on a pensé immédiatement que ces astéroïdes résultaient d'une planète qui s'était cassée. Et encore une autre découverte, c'est la découverte de Neptune, mais prévision par le calcul, donc en appliquant les lois de Kepler et la gravitation de Newton, et qu'on a observé après, en sachant où la chercher. Et au XXe siècle, donc découverte de Pluton, qui est devenue une planète, puis n'est plus une planète depuis quelques années maintenant, puisque elle a été un peu déclassée par l'Union astronomique internationale. Puis évidemment, comme vous savez tous, l'exploration du système solaire, parce qu'on a envoyé un certain nombre de sondes, on a été sur la Lune, etc. Et puis c'est aussi en 1992 d'abord, même si je ne vais plus en parler beaucoup après, puisque les premières planètes en fait ont été trouvées non pas autour d'étoiles qui ressemblent au Soleil, mais autour de pulsars, donc des objets, des étoiles qui se sont effondrées et qui tournent en émettant un rayonnement extrêmement précis. Et justement, des perturbations de cette émission ont montré qu'il y avait des planètes autour. Mais surtout, pour ce qui nous intéresse le plus, en 1995, la découverte par Michel Mayor et Didier Queloz de la première planète autour d'une étoile de type solaire. Alors, avant d'aller voir un peu comment on l'a découverte, justement, cette planète, ça c'est, même si pour l'instant, j'ai pas effacé Pluton de cette diapo, donc une vision du système solaire d'il y a quelques années, donc où vous avez les différentes planètes. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que longtemps et même aujourd'hui, ce qui va nous permettre un petit peu de comprendre comment fonctionne un système avec des planètes, c'est quand même notre système solaire, c'est ce qu'on connaît le mieux, on est dedans, c'est à portée de main, puisqu'encore une fois, on a été sur la Lune, peut-être qu'un de ces jours, on ira sur Mars. En tout cas, on a envoyé des sondes autour de toutes ces planètes. Donc on le connaît vraiment très bien et on peut y faire des mesures. Donc en fait, ça va être la base un petit peu en tout cas au début, de notre compréhension des planètes qu'on va trouver, des systèmes, parce que vous allez voir qu'on trouve aussi des systèmes planétaires autour d'autres étoiles. Donc c'est vraiment un peu la base. Alors comment ça se forme? Donc là encore une fois, ça va être vraiment très schématique. Tout commence par des nuages de gaz, des nuages moléculaires, où il va y avoir tout d'abord un effondrement de ce gaz, donc par effet de densité, le gaz va s'accréter, faire une espèce de boule, de sphère, et puis en fait pour différentes raisons de non-homogénéité, il va y avoir fragmentation de cette boule de gaz qui va se fragmenter en boules plus petites, en zones de densité plus importantes à l'intérieur, qui vont elles à leur tour s'effondrer, et vont donner lieu à des étoiles. Donc quand la pression va être suffisante dans ce gaz pour allumer des réactions de
de fusion nucléaire. Donc on va avoir une étoile qui va se former et il va rester de la matière, du gaz et autour, et qui va lui aussi petit à petit, puisque le système pour garder son équilibre va se mettre à tourner de plus en plus vite, le gaz, la boule va se transformer en disque, et à l'intérieur de ce disque, on va avoir à nouveau des zones plus denses qui vont à leur tour s'effondrer, donner des sphères qui vont être des planètes. Et comme il n'y aura plus assez de matière pour allumer ces réactions nucléaires, en fait, elles ne vont pas devenir des étoiles. Donc ça, c'est illustré, si ça passe, par cette simulation faite par des collègues britanniques. Donc vous voyez ce nuage de gaz qui va petit à petit, au cours du temps, voilà. Donc là, ça va un peu vite, hein, on est déjà arrivé à la partie disque. Là, le centre, la matière s'accumule au centre et donne donc naissance à une étoile. Et puis, dans la matière qui reste autour dans le disque, il se produit à nouveau des inhomogénéités, des concentrations de matière. Petit à petit, en fait, toute la matière va être accrétée sur ces à ces différents endroits, là où il y avait déjà comme formation d'un objet. Et on termine donc sur, comme vous voyez, quelque chose qui ressemble à une représentation de notre système à nous, avec une étoile, dans notre cas le Soleil au centre, et des planètes, différentes planètes qui tournent autour de cette étoile. Alors on a quand même, donc ça c'est la théorie, c'est le modèle, et on a quand même, puisqu'on a aujourd'hui de nombreux instruments relativement puissants au sol et dans l'espace, on a une illustration puisqu'on voit autour de certaines étoiles de tels disques de gaz, par exemple ici, à différents stades de formation. Ou des disques aussi ou plus âgés, ce qu'on appelle les disques de débris chez nous, qui sont des disques où, ici par exemple celui de Beta Pictoris, donc là on y reviendra tout à l'heure, on a caché l'étoile pour mieux voir le disque, et où on a des raisons par la dynamique, par la forme du disque, de penser qu'il y a effectivement des systèmes de planètes déjà formés. Et vous verrez que donc ça, ce disque-là, Beta Pictoris, a été beaucoup étudié, et vous verrez tout à l'heure qu'on avait peut-être raison de penser ça, que c'est la présence d'une planète au centre qui donne la forme du disque. Donc maintenant, pour revenir à comment on les voit, on les trouve, ces planètes. Donc comme je vous le disais, la première détection confirmée d'une planète, en tout cas autour d'une étoile qui ressemble un petit peu à notre Soleil, date de 1995. Donc l'étoile s'appelle 51 Pégase, donc c'est une étoile quelconque de la constellation de Pégase, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, et qui a été découverte donc à l'Observatoire de Haute-Provence par deux collègues suisses que vous voyez sur la photo, Michel Mayor et Didier Queloz. Donc, ils l'ont trouvé par une méthode particulière qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Donc il y a plusieurs façons, disons, de ranger ces différentes méthodes. Bon, une des classifications habituelles, c'est de dire qu'il y a les méthodes indirectes. Donc on va surtout voir l'effet, on va pas voir la planète directement, on va voir l'effet de la présence de la planète sur son étoile parente, appelons-la comme ça. Donc c'est le cas des méthodes dites de variation de vitesse radiale, j'y reviendrai sur chacune de ces méthodes rapidement ensuite. L'astrométrie, les éclipses ou transits, et les lentilles gravitationnelles. Et dans les méthodes directes, il y a l'imagerie, donc réellement faire une photo, une image électronique de la planète elle-même, soit depuis le sol, soit depuis l'espace, et l'interférométrie qui est en fait une méthode un petit peu déviée, je vous en dirai quelques mots après. Donc les vitesses radiales, les méthodes indirectes, les vitesses radiales, donc pourquoi on peut utiliser cet effet en fait on dit vulgairement et de manière un peu rapide qu'une planète tourne autour de son étoile. En fait, physiquement, c'est faux. Les deux tournent en fait autour de ce qu'on appelle le centre de masse du système. Dans le cas du Soleil, par exemple, avec ses planètes, c'est le cas qui est représenté là. Le point autour duquel tourne le système solaire est un point qui est à la surface du Soleil. Donc ça veut dire que notre Soleil à nous, il fait ce mouvement-là, en dehors de tourner sur lui-même aussi, hein, bien entendu, mais il tourne autour du centre de masse du système. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la planète, elle, on va pas la voir, elle est très faible, elle n'émet pas beaucoup. Par contre, on voit plein d'étoiles autour de nous, donc si on regarde ces étoiles, on va peut-être être capable, pour certaines d'entre elles, de détecter ce mouvement-là. Alors il y a deux façons de faire. Il y a soit
on va détecter ce mouvement-là parce que ça veut dire que l'étoile, elle va avoir un mouvement un peu erratique sur le fond de ciel. Soit en utilisant une autre technique, on va pouvoir voir de temps en temps l'étoile s'approcher ou s'éloigner de nous. Donc la méthode des vitesses radiales, c'est celle qui consiste à essayer de savoir si l'étoile bouge dans une ligne qui est perpendiculaire à nous, c'est-à-dire elle va de temps en temps s'approcher de nous, de temps en temps s'éloigner de nous. Alors d'une très faible valeur, encore une fois, par rapport à la distance à laquelle elle est. Mais si on a des instruments suffisamment sensibles, on va peut-être être capable de voir ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est un petit peu le même principe que donc appliqué non pas à la lumière dans ce cas-là, mais au son. Quand vous entendez, un exemple typique, c'est la sirène des pompiers ou d'une ambulance qui s'approche de vous ou qui s'éloigne de vous. En fait, c'est le même effet. Dans un cas, la vitesse du véhicule va s'additionner à la vitesse du son, et dans l'autre cas, va se soustraire à la vitesse du son, et ça va changer légèrement la tonalité de la sirène que vous allez entendre. Faites expérience si vous l'avez jamais faite, mais ça marche bien. Surtout s'ils vont vite. Et en fait, si on l'applique à la lumière, eh ben ça marche aussi. Dans un certain cas, en fait, c'est comme si la longueur d'onde va augmenter un petit peu ou diminuer un petit peu. Donc en fait, on va avoir tendance à avoir ce qu'on appelle un décalage vers le rouge ou un décalage vers le bleu de la lumière. Et donc c'est ce qui est représenté schématiquement ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer l'étoile avec un télescope. Derrière le télescope, on va mettre un spectrographe. Donc on va décomposer la lumière venant de l'étoile et on va essayer de voir, donc dans l'atmosphère de l'étoile, il y a plein de raies, il y a plein d'éléments. Donc on va voir pour chacun de ces éléments ce qu'on appelle des raies, et on va regarder chacune de ces raies individuellement, et on va effectivement, si on a un instrument suffisamment précis, les voir se déplacer tantôt vers le bleu, tantôt vers le rouge, ce qui est illustré là. Alors, comme c'est des déplacements tout petits, il faut effectivement des instruments sensibles, stabilisés en température, la plupart du temps maintenant sous vide, etc., avec à l'intérieur de l'instrument des références très stables, donc des lampes dont on connaît très précisément, avec des gaz rares à l'intérieur, dont on connaît très précisément la longueur d'onde, qui sont au repos, puisqu'elles sont dans l'instrument sur Terre. Mais on arrive effectivement comme ça à des mesures très précises, donc c'est à peu près depuis le milieu des années 90 que l'on dispose de ces instruments. Donc en particulier, il y a eu en France, à l'Observatoire de Haute-Provence, 2 spectrographes. Donc Elodie, aujourd'hui, a été remplacé par un autre spectrographe encore plus précis qui s'appelle Sophie. Un autre spectrographe sur le télescope suisse au Chili, à la CIA. Et puis, depuis quelques années, l'instrument HARP, qui est le plus précis des spectrographes à vitesse radiale qu'on ait aujourd'hui, qui est installé sur un télescope de 3,60 m, donc qui permet aussi d'observer des étoiles plus faibles. Et c'est ainsi qu'on a trouvé donc 51 Peg. Donc, les premières choses qu'on peut dire, c'est que c'est une planète qui ressemble beaucoup, d'un certain côté, à ce qu'on connaît dans notre système solaire, puisqu'elle a à peu près la moitié de la masse de Jupiter. Par contre, là où ça a laissé les observateurs un peu pantois, c'est que, contrairement à Jupiter qui met 10-11 ans à tourner autour du Soleil, la période de révolution de cette planète-là autour de son étoile, c'est 4 jours. Donc c'est-à-dire qu'elle est 20 fois plus proche de son étoile que de la Terre du Soleil, non pas que Jupiter, mais même que la Terre. C'est-à-dire que vous imaginez, vous avez une planète qui est pratiquement de la taille de Jupiter, mais qui est plus proche que Mercure du Soleil. Donc ça a vraiment laissé les astronomes... ça les a beaucoup surpris, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Donc ça, c'est le... Alors, puisque c'est des méthodes indirectes, c'est donc pas une image, c'est un spectre de détection. Donc en fait, ce sont les différentes mesures faites au cours des nuits par Michel Mayor et Didier Queloz, qui sont représentés là avec leur barre d'erreur pour bien montrer qu'il s'agit réellement d'une mesure qui a un sens physique. Et donc on a fait passer la courbe par ces points. Donc vous voyez que de temps en temps on va vers le rouge, de temps en temps on va vers le bleu. Alors là elle est représentée avec un certain nombre de points. Elle a été réobservée par pas mal de monde depuis, sur d'autres instruments, d'autres équipes, et d'autres télescopes, etc. Et tout le monde la retrouve. Il y a même quelques points qui sont en dehors de la courbe, c'est des erreurs de mesure, donc ça montre que c'est vraiment des mesures. Et très reproductibles, donc on a vraiment une réelle détection.
Bon, ça c'est pour vous montrer qu'il y a aussi différents types de configurations. On peut avoir des planètes qu'on voit, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on les voit soit directement en voyant perpendiculairement au mouvement des planètes. On peut soit les voir comme ça, mais on pourrait aussi à la limite pas le voir vraiment si on était dans le plan de la planète et avec toutes les combinaisons au milieu, donc ce qu'on appelle l'inclinaison. Donc ces mesures nous permettent d'avoir accès à un certain nombre de choses. Donc la période d'abord, que va mettre le temps que va mettre la planète à tourner autour de l'étoile. Ça va pouvoir nous donner la distance moyenne entre l'étoile et la planète, l'amplitude de la courbe que vous avez vue. Ça va nous donner... Alors on ne peut pas avoir accès directement à la masse. Il y a une incertitude due à l'inclinaison justement. Donc en fait ça va nous donner la masse inférieure de la planète, la plus petite masse possible de la planète. Et puis l'excentricité de l'orbite, savoir si elle est presque circulaire ou au contraire si c'est une orbite très elliptique, c'est-à-dire que la planète va aller très très loin de son étoile et repasser ensuite. Donc par exemple, pour comparer, pour Jupiter, imaginez qu'on soit nous très loin autour d'une autre étoile puis qu'on fasse la même expérience sur le système solaire. On verrait une variation, donc on parle comme c'est des variations ça correspond à des variations de vitesse sur l'orbite. Donc pour Jupiter induirait sur le Soleil une variation de l'ordre de 13 mètres par seconde sur une période de 6 ans, puisque c'est une demi-période, et la Terre 8 cm par seconde. Alors, en fait, les instruments qu'on a aujourd'hui, l'instrument qu'avaient à l'époque Michel Mayor et Didier Queloz donnait des précisions de l'ordre de 10 à 15 mètres de manière certaine. Donc on était à la limite pour observer Jupiter, mais en refaisant l'expérience un certain nombre de fois, ça permettait de réduire, et on arrivait typiquement à des précisions de l'ordre de 5-7 mètres secondes. Aujourd'hui, HARPS par exemple fait 1 mètre seconde. Donc on est encore loin de pouvoir trouver des terres comme ça. En fait, en améliorant HARPS, on se rend compte qu'on peut descendre encore un peu en dessous et que probablement, en particulier en mettant des instruments de ce type-là sur des télescopes plus grands, on devrait peut-être pouvoir descendre vers 50, voire 10 cm seconde. Aujourd'hui, c'est 1 mètre seconde. Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'on commence à trouver aussi des systèmes, c'est vrai que les premières planètes qu'on a trouvées, c'était, peut-être parce qu'elles sont les plus faciles, c'était donc des planètes type Jupiter autour d'autres étoiles. Alors là, il y a un cas intéressant. Vous voyez, entre donc 1998, une belle courbe de vitesse radiale. Donc il y a une planète, elle fait 2 masses de Jupiter, donc ça va bien. En 2000, en refaisant les mesures un peu plus précisément, on voit qu'on a toujours évidemment notre planète à 2 masses de Jupiter, mais en regardant un petit peu plus finement, on trouve une autre planète qui, elle, fait 0,6 fois, donc à peu près la moitié de la masse de Jupiter. Et puis en 2005, avec un instrument plus précis, en refaisant encore plein de mesures, on voit que finalement, on a une troisième planète qui fait 2/100 de la masse de Jupiter. Donc vous voyez que petit à petit, plus les instruments deviennent perfectionnés, plus on apprend aussi à les utiliser, et à bien réduire les données, à bien comprendre, en faisant des modèles aussi de ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en français, de modèle fitting, de l'ajustement du modèle sur les données. On arrive à descendre plus finement et à voir à extraire de l'ensemble des données de nouvelles mesures qui nous permettent de trouver de nouveaux objets. Donc là, on a un bel exemple d'un système qui a au moins 3 planètes. Donc l'astrométrie, c'est... alors, j'ai passé un peu de temps quand même sur les vitesses radiales, parce que c'est ça qui aujourd'hui... c'est la technique la plus prolixe en planètes. C'est celle qui nous a permis de trouver le plus de planètes. Donc elle est importante. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui continuent à faire des grands programmes d'observation. Il y a des instruments et des télescopes dédiés pour faire ces mesures-là. Donc une autre technique qui est beaucoup plus difficile, c'est l'astrométrie. Donc cette fois-ci, c'est en utilisant toujours l'effet indirect, mais au lieu de regarder le mouvement de l'étoile qui s'approche ou qui s'éloigne de nous, c'est le mouvement perpendiculaire, si on veut, qu'on voit, c'est-à-dire bougeant sur le fond du ciel, quand on regarde tous les jours, enfin en suivant régulièrement en tout cas, cette étoile. Et vous voyez qu'on doit, donc s'il y a pas de planète, ça doit être une ligne droite. Si on observe, mettons, une fois par semaine, quand on regarde ça pendant des années, ça doit faire sur le fond du ciel une droite parfaite. Alors que dans le cas
où il y a une ou des planètes autour, on va voir une espèce de mouvement de sinusoïde. Bon, en fait, comme pour détecter Jupiter sur la moitié de sa période, donc 6 ans, il faudrait une précision de 5 millisecondes d'angle. Alors 5 millisecondes d'angle, c'est pas beaucoup, parce que typiquement, si vous regardez la pleine lune, c'est 20 secondes d'angle. D'accord ? Et ce qu'il faudrait qu'on puisse voir, c'est 5 millisecondes. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Alors déjà du sol, c'est d'autant plus difficile qu'il y a ce qu'on appelle, et j'y reviendrai tout à l'heure, la turbulence atmosphérique, qui va brouiller les images qu'on a. Et la turbulence atmosphérique, même dans les sites excellents comme Hawaï ou le Chili, c'est déjà une demi-seconde d'angle. Donc les 5 milli, on les a pas encore. Hein. Et alors la Terre, je vous en parle même pas, ce serait 0,5 microsecondes d'angle. Donc c'est vraiment inatteignable. Donc il y a un ou deux cas, notamment en 2002, où avec le télescope spatial, c'est-à-dire en dehors de l'atmosphère, sur une étoile où il y avait vraiment un mouvement important, on a réussi à le mesurer. Mais c'est vraiment pas une technique qui est facile. Bon, par contre, il y a des instruments qui sont prévus. Donc PRIMA, c'est en utilisant l'interféromètre du VLT. Donc je rentrerai pas dans les détails, mais à part qu'il est un tout petit peu en retard, il commence maintenant à fonctionner. Et puis surtout, on attend beaucoup d'un satellite qui va être lancé très bientôt, qui s'appelle Gaia, qui lui permettra, parce qu'il va faire énormément de mesures sur énormément d'étoiles, énormément étant 1 milliard, avec une précision de 20 micro-arcs-secondes, enfin les prévisions, les simulations, et qu'il va être capable de trouver quelques milliers jusqu'à 10 000 planètes. Donc on attend avec impatience le lancement de Gaia. Donc une autre technique, qu'on appelle la technique des éclipses ou des transits, cette fois-ci, on va attendre que la planète passe devant l'étoile, puisque dans les cas favorables, alors là encore une fois, cette technique-là va marcher dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire quand on sera vraiment, donc le système des planètes autour de l'étoile qu'on regarde sera pratiquement aligné avec le plan de visée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse voir la planète passer devant l'étoile. Si on voit le système, mettons par-dessus, perpendiculairement au mouvement des planètes, on verra évidemment rien. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder pas mal d'étoiles aussi, puis on va mesurer la lumière qu'on reçoit, donc ce qu'on appelle la photométrie qui nous arrive de ces étoiles, et on va essayer de voir si de temps en temps, de manière régulière, la lumière qui nous parvient de l'étoile va baisser, toujours de la même quantité a priori. Et donc si on arrive à détecter un signal comme ça un peu régulier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe régulièrement devant l'étoile. Donc une ou plusieurs planètes. Alors évidemment c'est plus intéressant si c'est des planètes qui tournent vite, parce que si les périodes sont de 10 à 20 ans, ça veut dire que vous avez une chance de le voir 3 fois dans votre vie, donc ça ne va pas forcément exciter beaucoup les astronomes de regarder ces objets-là. Mais par contre, si elle tourne très vite, vous avez vu que 51 PEG, par exemple, c'est 4 jours. Donc là, ça va pouvoir être intéressant quand même. Et donc, cette technique a marché en 2000, puisque on a eu la première détection d'un transit sur une étoile qui porte le doux nom de HD 209-458. Donc là, ça permet d'avoir accès non plus seulement à la masse de la planète, mais aussi à son rayon. Donc ça va nous permettre d'avoir un paramètre supplémentaire qu'on n'avait pas avec les vitesses radiales, et qui va donner la possibilité, notamment si on arrivait à observer les mêmes planètes, et vous allez voir que c'est le cas, en vitesse radiale et en transit, en éclipse, de mettre de plus en plus de données, de paramètres sur les objets qu'on trouve pour alimenter les modèles proposés par les théoriciens. Alors, encore une fois, si on fait le même jeu que tout à l'heure, c'est-à-dire imaginons qu'on soit autour d'une autre étoile et qu'on regarde notre système solaire, Jupiter, ça ferait donc un passage tous les ans devant le Soleil, et ça ferait une variation du flux total de 1%. C'est pas beaucoup, mais 1%, bon, c'est quelque chose qu'on sait mesurer en tout cas. On sait aujourd'hui faire de la photométrie proprement à peu près 0,1%. Donc on serait 10 fois au-dessus de la précision de nos instruments, donc on devrait le voir. La Terre, par contre, c'est 0,01%, par contre, tous les ans. Ça, c'est vraiment, en tout cas au sol, très limite. Il faut aller dans l'espace si on veut pouvoir détecter quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est une illustration d'un... bon, ça c'est juste pour illustrer le principe.
Et ça, c'est des mesures, encore une fois, des mesures très réelles, donc de HD 209-458, qui a permis, donc vous voyez, encore une fois, plusieurs séries de mesures avec des barres d'erreur, donc qui montrent vraiment la précision avec laquelle on fait la mesure et qui vous permet de constater que du coup, il y a une vraie détection. C'est pas du tout dans les barres d'erreur, c'est pas dans le bruit, il y a un vrai signal. Et ça a permis de trouver donc une étoile une planète par contre qui fait typiquement 0,7 fois la masse de Jupiter. Encore une fois, une période très courte, 3 jours. Donc c'est vraiment des planètes qui, d'après les modèles qu'on a, ne peuvent pas vraiment se former à cet endroit-là. Donc il va falloir que les théoriciens, ils ont trouvé, ils ont des explications. Elle s'est formée plus loin, elle a migré, etc. Donc il y a un certain nombre d'explications. Donc, dès qu'on a des observations, les théoriciens vont essayer de modifier leur modèle ou de trouver d'autres, d'ajouter à leur modèle pour essayer d'expliquer. Mais ça, encore une fois, ça a beaucoup surpris puisqu'on n'attendait pas du tout à ça. Et elle a un rayon donc qui est, par contre, un tout petit peu plus grand, 12% plus grand que le rayon de Jupiter. Voilà. Alors, je vous disais que la meilleure façon de faire ça, quand même, parce qu'au sol, il fait pas beau tous les jours, et même quand il fait beau, il peut y avoir un peu de nuages, il peut y avoir un certain nombre de choses qui font que obtenir 1% de précision, si le ciel est clair, ce que les astronomes appellent photométrique justement, ça va. Par contre, dès que c'est pas le cas, on peut oublier. Par contre, dans l'espace, encore une fois, c'est beaucoup plus facile, et là, on peut obtenir des précisions photométriques donc de 10-5, c'est-à-dire 0,0001. Donc ça permet vraiment d'aller chercher normalement des planètes de relativement faible masse. Donc là, c'est la première détection. Alors COROT, c'est un satellite qui a été essentiellement français. Il y a des participations notamment italiennes et je ne sais plus quel autre pays, mais c'est un satellite qui a été vraiment mené en France et où les astronomes français sont très impliqués dans l'observation et dans la réduction des données, donc qui a aujourd'hui produit un certain nombre de planètes. Donc ça, c'était la première. Et là encore, vous voyez que les barres d'erreur, cette fois-ci, sont toutes petites, et donc la détection est d'autant plus grande. Donc là, c'est une planète qui a une période d'1 jour et demi, un rayon de 1,5 fois Jupiter et une masse de 1,3 fois Jupiter, autour d'une étoile qui ressemble étrangement au Soleil. Alors, autre technique, ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Donc, en fait, c'est vraiment un effet de lentille, c'est-à-dire qu'on observe des étoiles qui sont loin, qui sont très très loin de nous, et si au milieu, dans la ligne de visée, donc entre l'étoile qu'on va observer très loin et nous, il y a une autre étoile, ça va faire ce qu'on appelle un effet de lentille gravitationnelle. Donc en fait la lumière va passer de chaque côté, et ça va faire un peu comme une lentille, ça va reconcentrer la lumière en arrivant sur la Terre. Et donc ça fait ça fait une courbe comme ça, il y a une espèce d'augmentation pendant que le système que les deux étoiles sont alignées par rapport à nous. On a amplification de la lumière venant de cette étoile de fond. Et si jamais il y a une planète qui tourne autour, donc la planète elle est beaucoup moins massive que l'étoile, donc elle va faire une petite amplification supplémentaire qui va être légèrement décalée, puisque pour ça il faut que la planète et l'étoile ne soient pas alignées par rapport à nous, donc elle sera sur le côté. Donc ça va faire un petit effet d'amplification supplémentaire qu'on voit ici. Donc alors évidemment, faut avoir vraiment encore plus de chance que dans le cas des transits pour observer ça, puis en plus on va le voir qu'une fois. Parce que cet alignement avec le mouvement des étoiles dans la galaxie, ça se reproduira jamais. Donc, ça nécessite l'observation de très nombreuses étoiles de fond. Donc, on fait ce qu'on appelle des observations grand champ. On a des télescopes qui regardent le fond de ciel comme ça, tous les jours, jusqu'à voir un certain nombre de ce qu'on appelle d'événements comme ça. Donc, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et puis, on a intérêt à effectivement pas se tromper, parce que comme on peut pas refaire l'expérience, alors on en a trouvé. Pas énormément, mais on en a trouvé, donc en particulier Jean-Philippe Beaulieu qui travaille dans cet institut ici d'astrophysique, en 2006 a publié donc cette courbe. Là encore, vous voyez les mesures ici, et puis vous voyez le tout petit pic. Il faut vraiment pas le rater, avec un agrandissement ici, donc alors là, ça permet d'avoir tout type de planètes. Il a eu un peu de chance puisqu'il a eu une planète, lui, qui fait 5,5 fois la masse de la Terre, donc une planète beaucoup plus petite,
avec une période de 10 ans, est situé à 2,6 fois la distance Soleil-Terre de son étoile. Voilà, donc ça c'était un peu un bilan des méthodes indirectes. Alors, quand je dis que ça permet de trouver principalement des planètes géantes, je viens juste de vous montrer le contraire, mais comme quand même par les lentilles gravitationnelles, on n'en a pas trouvé beaucoup, l'essentiel des planètes qu'on connaît aujourd'hui, c'est des planètes qui font entre quelques dixièmes de masse de Jupiter et quelques 10-15 fois la masse de Jupiter. On commence maintenant avec aussi l'habitude de trouver, même en vitesse radiale, des planètes un peu plus faibles, mais ça reste l'exception. On trouve des planètes avec des périodes courtes. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a commencé réellement à faire des vitesses radiales à la précision nécessaire en 1995, donc ça fait une quinzaine d'années. Comme il faut couvrir plusieurs fois l'orbite pour avoir vraiment, pour être certain de ce qu'on fait, qu'il faut que d'autres groupes le fassent, etc., on est limité effectivement à des périodes de l'ordre de 10-12 ans aujourd'hui. Des orbites peu inclinées, parce que dans la plupart des cas, pour que ce soit pour les transits ou pour les vitesses radiales, il faut que l'inclinaison soit assez faible par rapport à notre ligne de visée si on va avoir la chance de les voir, etc. Donc il reste des indéterminations aussi sur la masse, puisqu'on a vu que les vitesses radiales donnaient que la masse inférieure. Et puis il y a d'autres types de raisons qui font que, par exemple, les vitesses radiales marchent moins bien, même si au fur et à mesure on commence à comprendre et on commence à trouver des méthodes pour s'affranchir de ces effets-là. Mais comme les étoiles ne sont pas des sphères bien calmes, etc., il y a des étoiles actives, c'est-à-dire il y a des grosses taches à la surface des étoiles, un peu comme les taches solaires en période d'activité magnétique sur notre Soleil. S'il y a ces effets-là, en fait, les vitesses radiales vont pouvoir interpréter ça comme la présence d'une planète. Donc on risque d'avoir des fausses détections. On va imaginer des choses, comme les tâches varient, on va trouver une planète, puis on ne va pas la retrouver, par exemple, 2 ou 3 périodes plus tard. Pareil, il y a les étoiles qui sont très pulsantes, donc en fait dont le diamètre va varier. Ça aussi, ça va pouvoir donner des fausses signatures sur les spectres qu'on va regarder. Donc tout ce qui est les étoiles actives, ce qu'on appelle les étoiles actives, on commence à savoir maintenant les utiliser, enfin éliminer en fait ces effets-là et vraiment savoir si on a affaire à une planète ou pas, mais c'est très récent. Et puis ça nous donne peu d'informations sur l'atmosphère des planètes, un tout petit peu avec la méthode des transits, mais pas suffisamment pour vraiment comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de ces planètes et vraiment en faire des modèles physiques et chimiques bien connus. Alors, donc on aimerait bien s'affranchir de tout ça. Donc la meilleure façon, ce serait vraiment si on pouvait les observer, les voir directement. Donc détection directe des photons de la planète. Ça permet déjà effectivement de la voir. Ça permet, si on est capable de voir la planète, on va être capable de faire son spectre. Et si on fait son spectre, on va être capable de savoir ce qu'il y a comme espèce chimique dedans. Avec un spectre, on peut aussi déterminer la température de l'objet qu'on regarde, etc. Donc ça va nous apporter énormément d'informations donc sur la température, la masse, l'âge. C'est une méthode rapide, à la limite, il suffit de la regarder une fois, puis de revenir une deuxième fois pour s'assurer qu'elle est bien là. Et puis éventuellement, si c'est des périodes assez courtes, de la suivre plusieurs fois, mais sur un temps relativement proche pour être capable de reconstruire son orbite. Donc sortir l'orbite et la masse. Et puis, donc, comme je disais, caractériser la planète, donc en termes d'albédo, quelle est la fraction de la lumière de son étoile qu'elle nous renvoie, ça va nous dire si c'est du gaz, si c'est de la poussière, etc. à la surface, température, composition chimique. Et ça, parce qu'il y a des tas de gens qui, évidemment, font aussi des modèles de ces planètes, donc ils vont avoir besoin de ça pour voir si leur modèle est bon. L'accès à de nouvelles classes d'objets, on a vu qu'avec les vitesses radiales, par exemple, même avec les transits, on a affaire à des étoiles qui ont des périodes assez courtes, en tout cas pour l'instant, puisqu'on n'a pas observé depuis assez longtemps. Là, en fait, on va pouvoir aller voir des objets. Au contraire, ils vont même être plus faciles à voir s'ils sont bien séparés, donc s'ils ont des périodes très longues. Donc on va pouvoir, en fait, un peu compléter notre bestiaire des systèmes planétaires existants, de tous âges, parce que l'âge joue moins sur l'âge ou l'activité, etc., va moins jouer sur la capacité à les détecter autour de tout type d'étoiles, donc même les étoiles actives ou pulsantes. Donc encore une fois, ça va apporter plein d'informations supplémentaires pour les modèles de formation.
Alors par contre, un gros inconvénient, c'est que c'est très difficile à faire. C'est technologiquement très difficile. Alors, pourquoi c'est difficile? La première chose, c'est il y a deux effets. Il y a l'effet d'abord sur Terre, comme on disait, il y a l'atmosphère. L'atmosphère, elle n'est pas toujours claire, et puis même quand elle est claire, elle turbule. Il y a ce qu'on appelle la turbulence atmosphérique. Et ça va nous empêcher de nous approcher. Donc ça, c'est une image réelle, prise au foyer. Je pense que j'ai dû récupérer une image au foyer d'un 3,60 m. Donc c'est vraiment à quoi ressemble une image les jours où la turbulence n'est pas très bonne. Et puis on a reprojeté là le Soleil, la Terre et Jupiter. Donc vous voyez que la Terre, il n'y a aucune chance. Jupiter, on pourrait éventuellement la voir si l'image se stabilise un petit peu, si elle ne bouge pas trop. Donc ça, c'est le premier effet, c'est ce qu'on appelle la résolution angulaire. Donc c'est notre capacité à nous approcher proche de l'étoile elle-même. Puis il y a un autre problème, c'est la différence de flux entre l'objet qu'on va chercher à voir, la planète et l'étoile. Dans le cas toujours pour revenir à notre cas, un Jupiter-Soleil, le rapport de flux, il est de l'ordre de 1 sur 100 millions. Donc, bon, c'est pas facile. Alors, puis, dans le cas de la Terre et du Soleil, c'est 1 sur 5 milliards. Donc ça veut dire qu'en fait, notre œil, évidemment, il n'a aucune chance de voir ça. Mais même les détecteurs sensibles qu'on utilise aujourd'hui, ils n'ont pas ce qu'on appelle la dynamique suffisante pour pouvoir à la fois voir la planète enfin l'étoile et la planète. Donc il y a un certain nombre de techniques qui vont nous aider. Donc la première consisterait à aller dans l'espace pour s'affranchir déjà de la turbulence. Ça, c'est facile. Dans le principe, c'est facile. Après, il faut quand même construire le télescope, l'envoyer et tout. Ça coûte un peu cher et il y a d'autres problèmes. Utiliser ce qu'on appelle l'optique adaptative qui va nous corriger la turbulence. Utiliser la coronographie qui va nous permettre de masquer l'image de l'étoile. Et ou utiliser de l'interférométrie. Alors le principe de l'optique adaptative, c'est pareil, c'est simple dans le principe. En gros, on sait que la turbulence, elle est due à des variations de température dans l'atmosphère qui vont en fait brouiller. C'est un petit peu comme un mirage. Si vous regardez par une fenêtre de chez vous et qu'il y a un radiateur sous la fenêtre, vous allez voir l'image trembloter, ou sur une route en goudron. L'été, quand le soleil chauffe la route, si vous regardez au ras de la route, vous allez voir les autres voitures devant vont être un peu floues. C'est exactement ça. C'est des variations de température dans l'atmosphère qui font que l'image est brouillée. Alors on se dit, c'est facile, il suffit de mesurer. On met une étoile, on prend une étoile brillante, on mesure la manière dont cette image est déformée, puisqu'on sait que ça doit être un point. Si on arrive à mesurer la manière dont l'atmosphère la déforme, et qu'on prend par exemple un miroir déformable, c'est comme ça que ça s'appelle, donc un miroir très fin avec des actionneurs en dessous, et qu'on le déforme jusqu'à en fait ramener l'image nette, et on a fabriqué un système d'optique adaptative, parce que c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc il y a quelques petites subtilités, mais le principe est réellement celui-là. On mesure l'image d'une étoile, un objet qu'on sait ponctuel, on sait ce qu'on attend au foyer du télescope, et on va bouger notre miroir déformable jusqu'à réobtenir l'image qu'on attend. Donc il faut savoir fabriquer un miroir déformable, il faut savoir fabriquer un calculateur qui fait ce calcul-là suffisamment rapidement, et il faut savoir fabriquer un détecteur assez rapide aussi qui va faire la mesure justement de la déformation. Donc il y a quelques illustrations. Donc ça, c'est un miroir déformable. Celui-là, il a des actionneurs piézoélectriques. Donc c'est un matériau dans lequel, suivant le courant de la tension que vous appliquez, ça va l'allonger ou au contraire le faire se rétracter de quelques microns. Donc ça suffit. Et ça marche parce que ça, c'est des images que j'ai prises au télescope il y a en 93, donc sans optique adaptative, avec optique adaptative. Il s'agit d'une étoile double. Alors, on l'avait vraiment pas vue là. Et justement, pour revenir à ce que disait Alain, c'est ça qui a coûté un tout petit peu cher à l'Europe il y a pas très longtemps. Parce que même si on a commencé ces affaires-là il y a 20 ans maintenant, parce que ça doit être sur la loi HP Common, ça doit être en 89. Ouais. Bon, ça avait été des systèmes de démonstration, mais pour en faire vraiment des systèmes qui marchent sur tous les télescopes, il a fallu quand même fabriquer ces fameux miroirs, fabriquer des détecteurs qui peuvent faire des images à 1200 fois par seconde. Quand même, c'est pas l'appareil photo numérique moyen qui met 3 secondes à prendre une photo. Là, on en est à 1200 images par seconde. Et des calculateurs qui, en termes de puissance, ça marche pas sur un PC à la maison. C'est un truc un peu plus compliqué.
Donc ça, c'est un de ces instruments donc, qui s'appelle NACO. Donc, NAO, c'est le système d'optique adaptative, et Konica, la caméra. Donc le système NAOS qui a été fabriqué donc, par l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de Grenoble et l'ONERA entre 1995 et 2000, a été mis en service en 2001 et est toujours en service aujourd'hui, et très utilisé. On s'était amusé pour voir un petit peu ce que ça faisait à prendre une image de la Lune, et effectivement, en fait c'est dommage, j'aurais dû garder les deux images corrigées et non corrigées. En fait, ça permet d'avoir la résolution depuis le sol sur la Lune d'un terrain de foot. On ne voit pas encore les joueurs jouer au foot, mais on a la résolution pour voir un terrain de foot. Et puis ça, c'est une étoile double extrêmement serrée qu'on a réussi à voir comme ça. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est le profil coupé comme ça. Donc ça, c'est sans, enfin non, pardon, ça n'a pas besoin d'être coupé comme ça en l'occurrence. Ça, c'est sans correction. Donc c'est vraiment l'image de l'étoile, celle qu'on voyait tout à l'heure, une espèce de pâté là qui nous permet pas vraiment de voir les planètes autour. Et ça, c'est une fois l'optique adaptative mis en route, donc ça a deux effets. Ça nous ramène toute la lumière, ça concentre la lumière. Donc du coup, l'étoile va moins baver, elle va être beaucoup plus fine et donc on pourra aller voir plus près. Et puis en plus, ça concentre la lumière, donc on va avoir des objets beaucoup plus brillants. Voilà, donc ça c'est un autre exemple fait cette fois-ci avec un autre système. Donc le tout premier système a été mis en service sur le télescope de 3,60 m de l'ESO à La Silla. Quelques années après, on a mis en service un autre système, donc le premier s'appelait Adonis, celui-là s'appelle Pueo. Pueo du nom de la chouette hawaïenne, donc qui a un regard perçant, qui est donc sur le télescope de 3,60 m franco-canadien à Hawaï. Et donc là encore, vous voyez, sans optique adaptative, ça c'est vers le centre de la galaxie, il y a plein d'étoiles. Sans optique adaptative, on voit vraiment les plus grosses étoiles, les plus brillantes, puis on les voit très étalées. Avec optique adaptative, on voit ces étoiles-là ont eu leur lumière concentrée, puis surtout on voit qu'il y a plein d'autres étoiles qu'on ne voyait pas du tout, qui étaient un peu noyées dans la turbulence des autres étoiles jusque-là. Alors si vous ne me croyez pas, ça c'est une vraie image, enregistrée au télescope de 3,60 m aussi, sans optique adaptative, avec optique adaptative. Alors en fait, on savait que cette étoile était double, c'est pour ça que la manip a été faite, c'est pour ça qu'on a voulu faire l'image. Là, on le voit en fait, hein, on distingue, même quand c'est pas corrigé, on distingue quelque chose là, on se dit elle doit être double. En fait, on ne savait pas du tout qu'elle était triple. Donc ça a été, plus pour faire un test comme ça, retrouver une autre étoile, ça avait été une expérience intéressante. Donc si j'en reviens à mon petit schéma de tout à l'heure, donc ça c'est l'image de tout à l'heure avec qui bave un peu partout et qui nous permet surtout pas à peine de voir Jupiter et surtout pas de voir la Terre. Maintenant que l'optique adaptative a corrigé, vous voyez que la lumière est beaucoup plus concentrée, qu'on verrait très bien Jupiter. Donc encore une fois, il reste le problème de contraste dont on n'a pas encore parlé. Mais là, c'est sur la résolution. Ouais, pour la Terre, ça va être un peu dur. Hein, encore quand même, on est encore dans ce qu'on appelle le halo de l'image de l'étoile. Alors il y a quand même quelqu'un qui était bien malin, qui s'appelle Bernard Liot. C'était un astronome de l'Observatoire de Paris qui, lui, à l'époque, cherchait pas des planètes extrasolaires, mais il voulait étudier la couronne du Soleil et les protubérances, etc. Et ça l'embêtait bien parce que, pour faire ça, encore une fois, à cause du contraste, le Soleil est extrêmement brillant alors que la zone à la surface du Soleil est très faible. Il était obligé de courir le monde et d'attendre qu'il y ait des éclipses de Soleil. Donc, c'était pas facile parce que pour un peu qu'il fasse mauvais ce jour-là, enfin bon, bref. Et donc, il a décidé qu'il allait fabriquer des éclipses artificielles et il a inventé le coronographe de Liot. Donc, en gros, il prend son télescope, il y met un disque d'aluminium qui a exactement la taille pour cacher l'image du Soleil agrandie par ce télescope. Et comme ça, il se fait des éclipses à la maison sans avoir besoin de courir à travers la surface de la Terre. Et il suffit qu'il attende qu'il fasse un jour de beau temps pour pouvoir travailler. Et ça marche. Et ben on a repris son idée et on l'a appliquée non plus au Soleil mais aux étoiles. Donc ça, c'était une des premières fois où on faisait de ce qu'on appelle la coronographie stellaire, c'est-à-dire on prend le même principe, on met un petit disque d'aluminium. Donc là, en l'occurrence, c'était en plus derrière le premier système d'optique adaptative. Donc on avait déjà commencé à bien corriger l'image et on le voit ici, hein, la trace du masque.
Et on a comme ça réussi à faire une belle image du disque de Betapic. Donc ça, c'était en 94, 95. Celle-là, ouais, 97, celle-là. On a mis quand même 4 ans à la faire avant d'avoir réussi à bien comprendre et bien régler le système. Donc voilà, toujours ma même image. Et puis maintenant, donc derrière l'image corrigée, on a caché. Vous voyez, on est obligé de cacher la Terre aussi. Hein. On peut pas, pour l'instant, on ne peut pas s'approcher assez près. Mais du coup, on a éteint le Soleil, donc on va pouvoir intégrer sur notre détecteur bien plus longtemps et faire ressortir de façon très nette l'image de Jupiter à côté. Voilà. Et bien ça marche en plus. Donc ça, c'est des observations qui ont été faites par un groupe d'astronomes entre Grenoble, l'ESO et l'Université de Los Angeles. Donc des gens avec qui on travaille depuis très longtemps. Et vous voyez ici, par exemple, donc on voit bien le coronographe, on voit aussi le fil qui tient le coronographe au foyer de l'instrument. Et puis l'étoile bave encore un petit peu autour, hein, mais bon, parce que la correction n'est pas excellente. Mais on voit le petit point ici. Donc alors c'est pas une planète, c'est ce qu'on appelle une naine brune. C'est un objet qui est un peu entre les étoiles et les planètes. C'est une étoile ratée, si on veut. C'est une étoile qui n'a pas réussi à suffisamment allumer ses réactions nucléaires pour devenir une vraie étoile et rayonner, mais qui émet plus quand même qu'une planète. Donc ça, c'était un cas favorable. Et voilà, par contre, première image, alors même sans coronographie, là, il n'y a pas eu besoin, ce qu'on a appelé un compagnon de masse planétaire. Alors est-ce que c'est une planète ou pas? Ça dépend de la définition qu'on prend du terme planète. Selon la définition de l'Union astronomique internationale, c'est une planète, parce que c'est quelque chose qui fait moins de typiquement 13 masses de Jupiter, donc ça rentre dans cette définition-là, et qui tourne autour d'une étoile. Alors en fait, il se trouve que dans ce cas-là, c'est pas des vraies étoiles, c'est 2 naines brunes, ce qui fait qu'elles n'ont pas, le contraste est moins important, c'est pour ça aussi qu'on a pu les regarder sans le coronographe, mais ça montre qu'on peut atteindre des objets qui, comme dans celui-là, font 5 fois la masse de Jupiter. Donc des objets qui, du point de vue de la physique, du point de vue de leur formation, de leur composition, vont ressembler à des planètes. Même si, en fait, dans ce cas-là, il est très probable que ça ne se soit pas formé comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire par effondrement dans un disque, etc., mais plutôt comme une étoile double, c'est-à-dire de la matière qui s'est fragmentée, au lieu de faire une belle sphère, une belle boule. Il y a un petit bout qui est parti, et ça a fait 2 étoiles en fait qui tournent l'une autour, enfin 2 objets, 2 naines brunes qui tournent l'une autour de l'autre. Donc, du point de vue de la formation, ça correspond pas vraiment à ce qu'on a envie d'appeler une planète, mais du point de vue des définitions, c'est une planète. En tout cas, du point de vue de la technique, pour ce qu'on voulait montrer là, ça veut dire que ça marche et qu'on peut faire des images d'objets qui font quelquefois la masse de Jupiter. Et on a montré, donc comme je vous disais tout à l'heure, il suffit de l'observer quelques fois pour s'assurer que c'est vraiment un système lié, parce qu'on pourrait imaginer aussi que c'est une étoile qui n'est pas du tout liée, qui est très très loin, hein, puisqu'on sait que le ciel est en 3D, puisqu'on sait mesurer la distance des étoiles. On pourrait imaginer que c'est ce qu'on appelle une étoile du fond. Et en fait, non, on a fait plusieurs mesures pendant 2-3 ans, et on voit que, en fait, elles se déplacent ensemble sur le fond des autres étoiles beaucoup plus lointaines. Donc c'est un système lié. Donc c'est bien un système à 2 objets liés. Alors, depuis, on a vraiment trouvé les planètes. Donc ça, c'est nos collègues concurrents et néanmoins amis américains et canadiens qui ont fait ça. Superbe résultat, superbe image. Donc ça, c'est sans même corono, là. Ça, c'est l'image de l'étoile, en fait. C'est des séries d'images recombinées. Et vous avez ici, alors, petit b, petit c, petit d. Vous avez 3 objets autour, qui sont en fait 3 planètes, puisque ce sont des objets qui font 10, 10 et 7 masses de Jupiter, qui ont des séparations typiquement. Alors, c'est une étoile qui est beaucoup plus grosse que le Soleil. Donc, ce qui explique que, en fait, ça n'a pas les mêmes séparations, hein, puisqu'on en a 24 fois, 38 fois et 68 fois la distance moyenne Terre-Soleil. Mais sachant que l'étoile est plus grosse, les modèles prévoient qu'effectivement les planètes se forment aussi un peu plus loin.
Et donc c'est a priori en une seule fois un système triple. Donc 3 planètes, 3 grosses planètes. Mais donc cette fois-ci, et puis là vraiment la différence de masse, etc. Ça correspondrait vraiment à un système qui s'est formé dans un disque comme le modèle que je vous ai montré au début. Donc ça c'est tout récent, hein, ça date de fin 2008. Et c'est fait sur 2 télescopes de 8 et 10 mètres aux États-Unis, à Hawaï. Bon, bah quand même. Donc tout à l'heure, je vous avais montré Beta-Pic. Beta-Pictoris, parce que donc on avait vu depuis longtemps le disque, on voit ce qu'on appelle en bon français un warp, une espèce de déformation du disque entre les deux aspects. Et donc il y a des gens qui ont fait des modèles pour dire s'il y a une planète à tel endroit, de telle masse, etc., ça pourrait expliquer qu'elle a déformé le disque. A priori, si elle est bien confirmée un jour, elle est là. Beta-Pictoris B, donc, puisque ça c'est la convention, quand on a un système, la planète s'appelle A, et puis ensuite on donne un grand A, petit B, petit C, petit D, etc. aux objets trouvés. Donc séparation 8 fois la distance moyenne Terre-Soleil, et une masse estimée de 8 masses de Jupiter. Donc comme c'est aussi une étoile plus grosse que le Soleil, ça commence à ressembler un peu plus, si on met à l'échelle, à un système tel que le nôtre. Alors pour l'instant, en fait, elle a été réobservée, on la revoit pas. Donc l'idée, c'est que probablement, elle est maintenant en ce moment derrière son étoile. Donc il va falloir attendre encore quelques années pour la récupérer de l'autre côté. Et donc si on la retrouve bien là où on l'attend de l'autre côté, ça veut dire qu'on a effectivement un objet lié. Et ça veut dire qu'on a effectivement un système qui est un réel système, un de plus, puisqu'il y avait celui d'avant, planétaire. Donc voilà, si on fait un rapide bilan au 1er mars, il y a plus de 400 planètes connues, 399 ont été vues. Alors, si vous faites le total de tout ça, évidemment, ça va faire bien plus que 400, puisqu'il y en a qui sont vus avec l'essentiel, enfin avec plusieurs, sinon, pas toutes les techniques, mais 2 ou 3 techniques. Donc comme vous voyez, l'essentiel est vu en vitesse radiale, 69 par éclipse, par transit, 10 par effet de lentille gravitationnelle, 11 par imagerie. Donc je vous en ai montré 3 ou 4, mais il y en a d'autres. Et les 9 par pulsar, dont j'ai pas parlé parce que c'est vraiment des techniques très différentes, des objets très différents. Il y a maintenant de nombreux systèmes multiples, hein, puisqu'on en connaît 41 en vitesse radiale, 3 en transit, 1 en lentille, etc. 1 en imagerie, celui que vous avez vu là. Typiquement, ça demandera à être précisé, mais on a pour l'instant 5% des étoiles de type solaire, hein, si on extrapole ça, qui ont des planètes autour d'elles. Donc probablement qu'il y en aura plus parce qu'on ne sait pas encore toutes les détecter. Typiquement des masses de l'ordre de 3 fois la masse de la Terre à 13 fois la masse de Jupiter, dont une très grande proportion de géantes. Quelques planètes, ce qu'on appelle en anglais les rocky planètes, des planètes solides, donc qui seraient un peu comme la Terre, mais qui sont beaucoup plus grosses, et avec des distances à l'étoile qui vont de 0,02 unités astronomiques jusqu'à 10 unités astronomiques, voire même plus maintenant, c'est la vue transparente. Hein. Donc ça veut dire des configurations qui peuvent être très différentes de notre système à nous ou pas. Donc la question est, est-ce que dans toutes ces planètes, en jouant entre la séparation, la masse de la planète qui est au centre et la distance, est-ce qu'il y a des planètes qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire un endroit qui correspond en fait à la Terre autour du Soleil, où il peut y avoir de l'eau à l'état liquide, etc., où les conditions de la vie peuvent apparaître. Ça, c'est juste aussi pour vous montrer un peu la répartition des objets par technique, le fait qu'on commence tout juste à... Désolé, c'est en anglais. Donc ça, cette zone-là, c'est les vitesses radiales. Les transits se trouveraient par là. Les planètes en lentille gravitationnelle par ici. Et ça, c'est toute la zone par imagerie directe. Donc en haut, on en connaît quelques-unes. Ça, c'était quand on faisait des planètes très séparées, où on n'avait pas besoin d'optique adaptative. Et toutes ces zones-là, c'est ce qu'on essaye de rentrer aujourd'hui par imagerie, par optique adaptative ou au contraste. Je m'aperçois que je bavarde un peu beaucoup, que je ne suis pas très en avance.
Donc à quoi ressemblent les planètes? Bon, c'est un peu ce que je viens de vous dire, mais sous forme schématique. Donc il reste quand même un certain nombre de questions qu'on se pose. Les planètes à longue distance, donc c'est ce que je vous disais, on a bien couvert avec les vitesses radiales, puisqu'on en connaît pas loin de 400 en vitesse radiale, la période qui couvre quelques années, 10, 12 ans de période. Donc ça, c'est toutes les planètes qui sont proches, mais qu'est-ce qui existe plus loin? Des planètes de masse terrestre. Vous avez vu aussi que petit à petit, avec certaines techniques, on arrive à approcher quelques fois la masse de la Terre, mais on n'y est pas encore. La zone habitable est-elle peuplée? Donc cette fameuse zone qui, en fonction de la masse, la température de l'étoile, la distance de la planète, permet ou pas d'avoir quelque chose qui va donner naissance à la vie. Et puis, quelle est l'atmosphère des planètes? Quelle est la chimie? Est-ce qu'il y a des choses comme la Terre où on peut avoir une atmosphère, ou comme Mars, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui va ressembler plutôt aux planètes géantes avec une atmosphère d'ammoniac, d'azote, etc. Et puis, encore une fois, le processus de formation, parce que maintenant qu'on commence à voir bien les disques, les planètes, il y a préciser tous les modèles. Est-ce que c'est bien le scénario que je vous ai présenté qui est à l'œuvre? Comment on passe du disque à la planète? Est-ce qu'on peut en observer à différents stades d'évolution qui montreraient bien que c'est comme ça que ça se passe? Et puis peut-on détecter la vie? Évidemment, c'est la question à la fin qui nous intéresserait. Est-ce qu'elle nous ressemble? Donc le futur, je vais vous parler un petit peu justement de qu'est-ce qu'on va faire en imagerie directe dans les années qui viennent. Donc le fameux projet Sphère qu'a évoqué Alain tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est de vraiment s'attaquer un peu comme on fait la vitesse radiale, c'est-à-dire on dédie un télescope et un instrument et on observe tout le temps le plus possible d'étoiles pour essayer de découvrir le maximum de planètes et d'essayer de voir, de remplir un peu le diagramme que je vous ai montré. Donc pour ça, ce qu'on sait déjà, les 10 planètes ou 11 planètes trouvées nous montrent qu'il faut encore qu'on améliore l'optique adaptative. Désolé, j'ai laissé peut-être un terme technique, ce qu'on appelle le rapport de Strel, SR, de 90%. Alors, c'est une façon de mesurer la qualité d'image. 100%, c'est une image avec un télescope parfait en dehors de l'atmosphère, donc c'est vraiment, il n'y a pas de problème. Une image telle qu'on l'observe au sol, si on ne met pas d'optique adaptative, s'il n'y a aucune correction, le rapport de Strel est de l'ordre de 3-4%. Et ce qu'on sait faire aujourd'hui, avec les instruments qu'on a, c'est entre 40 et 60%. Donc 90%, c'est presque parfait, et c'est ce qu'on aimerait savoir. Et en H-band, en bande H, c'est 1,6 microns, parce que plus on va vers les grandes longueurs d'onde, donc vers l'infrarouge, plus c'est facile à fabriquer. Puis ça tombe bien, c'est là aussi où on va trouver des signatures moléculaires qui nous intéressent, notamment le méthane, dont on sait par exemple en regardant Jupiter qu'il y en a plein. Donc si on cherche des planètes type Jupiter, on peut se dire qu'il y a du méthane. Donc si on observe à ces longueurs d'onde-là, on a des chances de trouver. Une meilleure capacité d'extinction, donc ça veut dire un meilleur coronographe. Vous avez vu que tout à l'heure, on est obligé quand même de masquer la Terre dans ce cas-là, si on veut, mais on est obligé de couvrir un peu plus que l'étoile. Donc on aimerait avoir des coronographes qui permettent de ne couvrir vraiment que l'image de l'étoile. Alors les défis techniques, donc c'est ce qu'on disait, il faut fabriquer des miroirs déformables, des détecteurs ou des calculateurs, des ordinateurs qui n'existent pas aujourd'hui. Donc on a mis beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent là-dedans, mais on commence à savoir les faire. Et puis il y a un certain nombre il faut s'assurer que le système est bien stable, qu'on sait bien le calibrer, parce qu'à chaque fois qu'on améliore les performances d'un système, on découvre des nouvelles sources d'erreurs, évidemment. Donc c'est ce que les gens qui font les vitesses radiales ont découvert. Au début, ils avaient des spectros qui étaient bien dans une pièce bien stable et tout. Maintenant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient obligés de les mettre sous vide s'ils voulaient vraiment que ça bouge pas et avoir une meilleure stabilité en température du détecteur, etc. Alors, juste pour schématiser, pour faire ce type d'observation d'imagerie, il faut 3 choses. Il faut se débarrasser, on l'a un peu déjà vu, mais il y a une troisième qui se rapporte. La première, donc, c'est il faut se débarrasser de la turbulence atmosphérique, donc l'optique adaptative qui marche presque parfaitement. Il faut enlever la figure de diffraction, c'est-à-dire l'image qui reste de l'étoile, c'est donc la coronographie. Et en fait, c'est là où on arrive, on se rend compte que ça suffit pas. Il reste encore des problèmes, donc c'est des aberrations qui sont liées aux instruments. Donc soit parce qu'il y a des flexions, soit parce qu'il y a des variations de température qui font que les optiques bougent un peu par rapport aux autres, et ça va introduire très vite des irrégularités dans l'image qu'on va pouvoir dire « Ah, il y a quelque chose, ça doit être une planète ». Eh ben non. Donc on va utiliser ce qu'on appelle les méthodes différentielles.
on va observer par exemple dans des longueurs d'onde pas très distantes. Donc on va prendre des filtres qui vont isoler deux images à des longueurs d'onde très légèrement différentes. Et en fait, la planète, elle n'a pas de raison de bouger de place. Par contre, on peut montrer que les aberrations optiques, elles peuvent légèrement bouger. Une autre façon de faire, c'est de bloquer le télescope, de le laisser... c'est des télescopes alt-azimutaux maintenant, donc en fait, ça veut dire que les télescopes sont... on est obligé d'en avoir ce qu'on appelle un dérotateur, puisque contrairement aux télescopes qui étaient alignés sur l'axe de rotation de la Terre, il suffisait de compenser la rotation, donc ce qu'on appelle les télescopes équatoriaux. Avec les télescopes modernes, c'est plus compliqué que ça. On est obligé de faire tourner une pièce dans le télescope pour que le nord sur le ciel reste toujours le nord sur le détecteur. En fait, on peut décréter qu'on ne veut pas que ce système bouge. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir la planète, elle ne va pas être immobilisée, elle va se déplacer autour de l'étoile, mais par contre, le reste de l'optique va rester fixe. Donc là, on va pouvoir faire ressortir et soustraire, en fait, à chaque fois, en prenant 5 ou 6 images comme ça, en les enlevant les unes aux autres, on va pouvoir enlever ce qui est dû à l'optique du télescope et de l'instrument, et on va voir la planète sur le ciel se déplacer. Alors, comme on sait très exactement comment tourne le télescope et tout, après, on peut remettre toutes ces images-là à l'endroit. Donc on va être obligé d'utiliser des techniques comme ça pour aller encore plus loin. Alors là, je vous ai laissé le transparent que j'ai montré il n'y a pas très longtemps. C'est pour illustrer le fait que c'est effectivement des gros projets maintenant, puisque vous voyez ici, il y a 12 instituts différents qui participent au projet dans 5 pays différents. Donc un instrument qui coûte 10 millions d'euros en matériel. Et j'ai fait le calcul, 170 équivalents temps plein, ça veut dire l'équivalent sur la durée, ça veut dire l'équivalent de 35 personnes qui travaillent par an sur ce projet. Sachant qu'il y a des gens qui travaillent 1 an, et puis après on n'a plus besoin d'eux, mais d'autres viennent parce qu'ils ont des spécialités, etc. Et ça fait l'équivalent pendant la durée de réalisation de 5 ans de 35 personnes qui travaillent par an dessus dans l'ensemble de ces instituts. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ça, parce qu'en fait, c'est une façon d'illustrer ce que j'ai dit. Voilà à quoi ça ressemble, et c'est surtout ça, voilà. Donc ça, c'est effectivement l'instrument tel qu'on l'imagine. Il est en cours de fabrication, donc il n'est pas encore livré. Mais l'instrument tel qu'on l'imagine sur l'un des foyers de l'un des 4-8 mètres au Chili, donc le troisième, il sera sur le troisième, ce qu'on appelle UT3. La plateforme là fait 6 mètres dans ce sens-là, 4,50 mètres dans ce sens-là. Et donc l'instrument, c'est ça, avec différents détecteurs. Ça, c'est pour maintenir. Donc ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment que ce soit stable. Donc on est dans une enceinte fermée où on maintient une légère surpression, où on maintient la température. Et on la laisse pas faire ce qu'elle veut, mais on la maintient à peu près stable, mais elle suit quand même très légèrement la température extérieure pour éviter les effets de turbulence. Il ne doit pas y avoir de poussière qui rentre, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de Paranal, mais c'est en plein milieu du désert, dès qu'il y a un peu de vent, il y a de la poussière partout. Ça doit être évidemment bien fermé du point de vue de la lumière, etc. Donc on est là-dedans et on doit le mettre sur le ciel fin 2011, suivant comment les choses vont bien. Ça, c'est des développements qui ont été aussi payés dans le cadre des projets européens mentionnés tout à l'heure. Donc pour fabriquer des nouveaux coronographes, donc là on n'en est plus du tout au coronographe de Liot avec un petit disque d'aluminium qu'on va venir mettre au foyer. C'est au contraire, on va utiliser des effets d'optique en mettant des plaques de matériaux légèrement différents, d'épaisseurs légèrement différentes. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va vraiment créer des interférences et on va détruire l'image de l'étoile par effet d'optique, par effet d'interférence destructive de l'optique. Donc en fait, on peut s'approcher très près parce qu'on élimine l'image de l'étoile et pas du tout de ce qu'il y a autour. Donc ça marche. C'est des coronographes qui sont développés à l'Observatoire de Paris à Meudon et qui marchent, on en a mis un sur le ciel pour le tester, qui marche vraiment très très bien. Donc il devrait nous permettre d'approcher beaucoup plus près. Donc ça, c'était juste une illustration, mais j'ai pas trop le temps de cette courbe-là. Donc voilà comment ça se passe. Donc ça, pour l'instant, c'est de la simulation, mais on peut imaginer que ça va se passer quand même comme ça. Je vais vous mettre les trois déjà. Donc ça, c'est le... Alors effectivement, une fois que l'image elle est corrigée avec un système d'optique adaptatif presque parfait, on voit plus un point. C'est ce qu'on appelle donc par effet d'optique une tâche de diffraction ou tâche d'Airy. Donc il y a un point central ici dans lequel il y a plus de 90% de l'énergie et ensuite des séries
de cercles dont la luminosité descend. C'est ce qu'on appelle la tache d'Airy. Une fois qu'on a mis le coronographe, eh ben, il enlève effectivement par interférence cette tache d'Airy. Donc il reste un peu de traces ici, mais vous voyez, on ne voit plus du tout ces traces ici. Et là, il y a encore toutes ce qu'on appelle les aberrations, les effets d'optique et tout ça. Alors ce qui est dommage, c'est que moi je le vois bien, mais là ça sort moins bien. Vous voyez peut-être qu'il y a ici un point lumineux qu'on fait ressortir et qui a un contraste par rapport au pic ici d'1 million. Donc en fait, on commence à arriver dans la dynamique qui va vraiment nous permettre de voir ces planètes. Au moins les planètes les plus grosses pour l'instant, un type Jupiter. On n'est pas encore loin de là à la Terre. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est des simulations qui montrent qu'en fonction du type d'objet qu'on va regarder, on peut trouver, typiquement avec Sphère, on pourra voir des planètes de l'ordre de 1 fois Jupiter, 10 fois Jupiter pour des étoiles plus jeunes, même 0,5, 0,4, 0,5 Jupiter dans le meilleur des cas. Donc ça c'était pour le VLT. Et puis évidemment, donc j'imagine je crois que Guy Bonnet avait fait il n'y a pas très longtemps une conférence sur le VLT. Donc vous devez tout savoir sur le VLT pour ceux qui étaient là. Donc le fameux télescope de 42 mètres qui devrait voir le jour en 2018-2020, si tout va bien. Et puis à côté son petit frère américain, le TMT, qui est un tout petit peu plus petit, qui eux disent 2014-2015, on verra. Alors là, en fait, le principe va être le même. Il va falloir qu'on fabrique le même type de système, en sachant que le télescope est plus grand, etc. Et surtout, la principale différence, c'est qu'évidemment, 8 mètres, on sait faire un télescope. Enfin, les miroirs du VLT c'est un morceau de verre, c'est un seul miroir. Par contre, on ne sait pas faire ça sur le VLT, on ne sait pas faire 42 mètres. Donc on va être obligé de prendre plus de 1000 segments qui vont être beaucoup plus petits, qui vont faire dans les 1,82 m, et auquel on va donner une forme sphérique, d'un grand miroir. Mais en fait, ça c'est pareil, on sait le faire, mais avec une certaine précision, et c'est ce que vous voyez là, ça bouge un peu. Donc suivant comment se promène le télescope avec les effets de la gravité, avec les effets de la température dans la nuit, ça va un petit peu bouger. Pour nous, ça va être vu, pour un système comme Sphère, ou EPIX, puisque c'est le nom du système sur le LT, ça va être vu comme une contribution supplémentaire de déformation de la lumière. Donc il y a ça en plus à prendre en compte, plus d'autres effets, qui sont un peu grands. Ça c'est pareil, c'est 10 instituts européens dans ce cadre-là, à peu près un peu les mêmes. Et voilà, là on est un peu plus ambitieux, donc on va être capable de faire la même chose que sur le VLT avec Sphère, évidemment un peu mieux, puisque le télescope est plus grand, on va pouvoir s'approcher plus près, on aura une meilleure résolution, et puis on va avoir aussi plus de photons, donc si on est capable de bien éteindre l'étoile du centre, on va être capable de faire sortir les planètes un peu mieux, et du coup on espère aller, alors on est peut-être un peu optimiste, mais un des objectifs c'était d'aller chercher ces fameuses super-terres ou ces planètes rocheuses qui font quelquefois la masse de la Terre, et y compris jusqu'à dans ce qu'on appelle la zone habitable, donc comme je disais tout à l'heure, autour d'un tout petit échantillon d'étoiles. Ça a supposé que tout marche vraiment très bien. Et voilà, pour finir sur ces affaires-là, l'évolution un petit peu des performances de ces recherches de planètes par imagerie, depuis donc ce qu'on appelait les programmes, les surveys, les relevés systématiques en français, d'il y a à peu près 15 ans, les systèmes d'optique adaptative des années 2000, donc ceux qu'on utilise encore aujourd'hui, donc sur différents télescopes avec différentes techniques. Ce qu'on est en train de fabriquer et qu'on espère mettre dans le ciel, soit chez nous, soit chez les Américains d'ici 1 an ou 2. Et puis ce qu'on espère faire sur le LT vers 2020. Vous voyez qu'à chaque fois, on gagne typiquement là, entre les deux, on espère gagner un facteur 100 en dynamique. Et là, on a gagné beaucoup plus que ça, puisqu'on a gagné, donc ça c'est les magnitudes directement. Donc on a gagné 5 magnitudes, là on espère en gagner encore 5. Donc vous voyez, c'est relativement ambitieux. C'est pas gagné, mais ça c'est presque gagné. Bon, et puis il y a d'autres techniques dont je
n'aurai pas le temps de parler, qui prendrait... mais je pense qu'il y a eu une conférence aussi sur l'interférométrie, je crois, il n'y a pas très très longtemps. Bon, donc il y a aussi, vous avez dû en entendre parler, il y a un certain nombre de projets. En résumé, l'interférométrie, c'est plutôt que de prendre un énorme télescope, on prend plusieurs télescopes plus petits mais très séparés. Et en tout cas, en termes de résolution, donc de capacité à s'approcher, on a la même résolution qu'un télescope de diamètre correspondant à la séparation des télescopes de l'interféromètre. Et puis le futur, alors là c'est en pleine discussion parce que c'est un peu plus compliqué, c'est d'aller faire de l'interférométrie, mais dans l'espace. Alors pourquoi l'interférométrie? Parce qu'on n'ira pas fabriquer un télescope de 42 mètres dans l'espace, ça coûterait, techniquement ce serait extrêmement difficile et ça coûterait vraiment trop cher. Par contre, mettre plusieurs plus petits télescopes et les faire recombiner en interférométrie permettrait, en théorie, de faire des images. Donc là, on s'est déjà affranchi de la turbulence. On peut les mettre relativement loin des uns des autres puisqu'ils ne sont pas fixés. Ils se tiennent en position les uns par rapport aux autres. Donc on peut les mettre loin. Donc on a une très bonne résolution. Et l'idée ultime, ce serait de faire de l'imagerie directe de planètes de type terrestre et d'être même capable de faire de leur spectre et de voir si on peut trouver un certain nombre d'éléments comme l'eau, l'ozone et le gaz carbonique qui seraient des signatures, ce qu'on appelle des biomarqueurs, donc des signatures d'une forme de vie. Voilà, je crois que je vais arrêter là parce que j'ai déjà largement pris le temps. Désolé. Bon, merci Jean-Luc. Je crois que ça va vous faire rêver, que ça vous a certainement suscité tout un tas de questions. On va en prendre ce qu'on peut dans une limite de temps raisonnable, 10 minutes ou un quart d'heure. Vous savez qu'il faut que vous posiez les questions dans le micro. Pour trouver les 400 planètes, combien ont observé d'étoiles? Et quelle est la probabilité qu'on trouve une planète autour d'une étoile, compte tenu en particulier des problèmes d'écliptique Alors, pour aujourd'hui, je dirais que pour avoir trouvé toutes ces planètes, on a observé plusieurs milliers d'étoiles. Combien exactement? Je ne saurais pas vous dire, mais énormément, parce qu'il y a de plus en plus de télescopes qui sont dédiés, notamment les plus petits télescopes, mais pour les vitesses radiales, pour les transits, etc. Pour les transits, on fabrique même des petits télescopes spécialisés de 40 ou 50 cm qu'on envoie en Antarctique, où notamment pendant la nuit australe, ils observent en continu et ils peuvent viser plein d'étoiles. Donc aujourd'hui, on a perdu le compte du nombre d'étoiles, mais c'est plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers. Puis les techniques comme les lentilles gravitationnelles observent de toute façon en continu, en regardant le fond de ciel avec un très grand champ, observent des milliers ou dizaines de milliers d'étoiles à la fois. Donc c'est de cet ordre-là. Et la deuxième question, c'était quelle probabilité on a quelle est la probabilité qu'une étoile ait une planète? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui avec l'analyse statistique qu'on a fait, c'est que, par exemple, si on prend les étoiles de type solaire, on sait qu'il y a 5%, au moins 5%, certains disent entre 5 et 10% de ces étoiles qui ont des planètes. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est ça, jusqu'à ce qu'on ait fait évoluer la statistique en ayant plus de planètes pour avoir un échantillon plus large. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est de cet ordre-là. Quand on fait une photo avec occultation de l'étoile, est-ce qu'on la fait en visible ou en infrarouge? On peut faire les deux. Nous, on travaille beaucoup jusqu'à aujourd'hui en infrarouge, parce que sur les systèmes actuels, comme ils sont pas parfaits, la correction, plus on va vers l'infrarouge, plus on est capable, pour un système donné, technologiquement, meilleure sera la correction. Donc on a tendance à faire en infrarouge. Par contre, pour ce faire, on aura à la fois un coronographe visible et un coronographe infrarouge, et pour EPIX aussi. Donc là, on aura une bien meilleure correction, même si elle n'est pas presque parfaite en visible, elle sera quand même déjà supérieure à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc là, ça vaut le coup d'avoir un coronographe visible aussi. Ouais. Je voudrais savoir, est-ce qu'on sait observer les exoplanètes dans les masses solaires
dans les étoiles où les masses solaires sont beaucoup plus petites, telles que 0,3 masses solaires, qui sont majoritaires dans notre galaxie. Oui, donc effectivement, ce qu'on appelle les naines brunes, les naines rouges, par exemple, effectivement, oui. Oui, on commence à en trouver, notamment avec des instruments comme pour les vitesses radiales, comme HARPS, qui sont sur un télescope plus grand, donc qui peuvent capter plus de lumière. On commence à faire des surveys, donc des observations systématiques aussi de ces objets-là. Donc on est en fait, en particulier à Grenoble, on travaille pas mal sur ces objets-là depuis un certain temps. Donc comme on n'avait pas les instruments assez sensibles au début, on est un peu moins avancé aujourd'hui. Mais on va être capable bientôt de faire pareil, d'avoir un échantillon suffisant pour commencer à donner des valeurs statistiques. Donc aujourd'hui, oui, on sait le faire. Et pareil en imagerie par optique adaptative. Comme ce sont des étoiles qui sont en moyenne plus faibles, c'est pareil, on a besoin de systèmes plus sensibles. Mais on sait aussi, on commence à savoir aussi en observer certaines. Donc la réponse est oui, on va s'y intéresser sérieusement. Notamment avec SPHERE, on a un programme sur ces étoiles-là. J'ai 2 questions pour vous. La première, je vais vous demander de jouer au poker, un pronostic. Selon vous, à quand la détection d'une exoplanète de masse terrestre, de une masse terrestre? Donc un pronostic, voilà. Deuxième question, je n'ai pas trop d'idée de la distance moyenne qu'il peut y avoir entre 2 étoiles binaires. Et donc la question que je me posais, c'était, a-t-on déjà découvert ou pense-t-on découvrir des étoiles, des planètes, des exoplanètes qui tourneraient autour de 2 étoiles, autour d'un système binaire? Pour la première, je sais pas, je dirais entre 5 et 10 ans. 5 ans? Allez, là pour 5 ans. Ouais. En vitesse radiale, on n'est pas très loin. En micro-lentille, lentille gravitationnelle, on pourrait, avec un coup de chance, la trouver même demain. C'était enregistré. Oui, je sais, ouais, mais on a déjà joué à ça plusieurs fois. Donc, de toute façon, à chaque fois, on se trompe parce que ce qu'on imagine n'arrive pas. Mais je sais pas, vas-y, entre 5 et 10 ans, disons. Pour la deuxième, oui, c'est aussi un programme qui nous intéresse beaucoup. C'est savoir comment la binarité des étoiles joue sur la formation des planètes. Est-ce que ça l'empêche? Est-ce que, bien que après, il y a beaucoup de configurations aussi. Il peut y avoir 2 étoiles binaires à peu près similaires. Dans ce cas-là, elles sont relativement séparées, au niveau des phénomènes de formation des planètes, des systèmes planétaires. Donc la question, elle serait plutôt de savoir est-ce que justement le fait qu'il y ait une 2e étoile autour va perturber la formation d'un système planétaire autour de l'une des étoiles. Mais oui, c'est un des programmes très importants parce que ça contraint très fortement les modèles aussi. Est-ce qu'on a pu classer les étoiles suivant le nombre de systèmes planétaires? Autrement dit, dans des étoiles plus grandes que le Soleil, plus petites que le Soleil, plus froides, etc., est-ce qu'il y en a qui sont plus particulièrement propices aux planètes? C'est encore un peu tôt pour faire vraiment de la statistique. Parce qu'on a surtout, notamment en vitesse radiale, les plus faciles à faire, c'est les étoiles de type solaire, donc c'est pour celles qui ressemblent beaucoup au Soleil, donc les étoiles, on dit G et K dans la classification spectrale, qui sont les plus faciles à observer. Comme on disait, pour les étoiles plus de masse, plus tardives, les étoiles type des naines rouges, pour l'instant, on n'a pas encore le même échantillon parce que c'était plus difficile à faire dû à leur faible luminosité. Par contre, pour les étoiles les plus actives, plus chaudes, les étoiles de type A, c'est pareil, en vitesse radiale, on avait un certain nombre de problèmes parce que c'est souvent des étoiles actives. Il se trouve que maintenant, on commence à savoir le faire. Et en imagerie, c'est autour de celle-là, en fait, que ce soit Betapic ou le système découvert par les collègues nord-américains, ce sont des étoiles de type A. Donc des étoiles beaucoup plus massives. Et on ne s'attendait pas du tout à ça, parce qu'on imaginait que justement la formation de planètes serait plus difficile. Donc en fait non, on ne sait pas encore trop dire. On est surpris par ce qu'on voit, et on n'a pas assez de données sur des étoiles de type non solaire pour vraiment commencer à pouvoir donner vraiment des indications. C'est vraiment que le début, encore même avec 400 planètes, comme ces 400 planètes dont beaucoup autour de même type d'étoiles, on regarde, on fait plein de graphiques, on regarde en fonction de la masse, en fonction de l'âge, on regarde
l'excentricité, la période. On joue un peu avec les données, on voit des choses qui apparaissent, mais sur ce type de questions, c'est un petit peu tôt pour y répondre encore. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresserait beaucoup de savoir, effectivement. Et encore une fois, des instruments comme Sphere ou son concurrent américain qui s'appelle GPI, c'est d'être capable d'observer suffisamment d'étoiles dans les mêmes conditions. Donc suffisamment, c'est plusieurs centaines d'étoiles de différents types, des naines rouges, des étoiles de type solaire, des étoiles beaucoup plus massives comme les étoiles AEF. Observer aussi à des âges, justement, des étoiles de ces types-là plutôt jeunes et des étoiles plutôt âgées, disons, au milieu de leur vie, de manière à avoir vraiment une analyse statistique qui peut répondre au type de questions que vous posez, mais aujourd'hui, on n'a vraiment pas assez d'objets pour s'engager. Là, je dirais rien. Je crois qu'on va remercier Jean-Luc. Je vous en prie. Il a vraiment fait une performance. Merci.